Bonsoir, donc nous commençons à l'heure et donc je suis Vincent Favreau-Rousseau, je suis le directeur régional du CIRAD Montpellier-Occitanie et donc j'introduis cette conférence dans le cadre de l'Agora des Savoirs. Merci encore d'être venu voir nos deux experts de la soirée, je les présenterai rapidement. En introduction, le CIRAD c'est un organisme qui est assez connu à Montpellier, mais parce que bon, on est un des plus gros centres de recherche de Montpellier, hein, c'est une communauté scientifique de 1200 personnes et qui est installée en fait depuis les années 70. Et pour les plus anciens qui sont dans l'amphi avant le CIRAD, c'était le GERDAT, et donc c'est un acronyme que beaucoup d'anciens Montpelliérains connaissent. Donc on est très heureux et on remercie vraiment la mairie de Montpellier, la métropole, Régis Pénalva, de nous avoir invités au niveau du CIRAD, et en particulier avec nos deux experts. Donc on espère que ça s'inscrit dans une longue continuité. L'an dernier, nous avait été invité Plinio Ciste, un de nos plus grands communicants ciradiens sur la forêt, donc peut-être certains d'entre vous avaient pu venir. C'était à Émile Zola, donc ce soir nous sommes au Centre Rabelais avec deux de nos experts. Donc sur le CIRAD, simplement dire que c'est un épique de recherche et qui est spécialisé dans l'agronomie tropicale au sens large. Pour nous, cette communication et ces conférences sont importantes parce qu'en fait, le CIRAD, il est un gros organisme à Montpellier, mais finalement, il n'est pas si connu par rapport à ses travaux scientifiques, parce qu'en fait, le CIRAD, il est surtout présent auprès des partenaires avec lesquels nous travaillons dans la zone tropicale, hein, sur 3 continents, et également dans les DROM, les départements et régions d'outre-mer. Donc c'est vrai qu'à Montpellier, il y a des labos, il y a des chercheurs et des chercheuses, mais la production n'est pas directe. Donc c'est pour ça que c'est important aussi, dans les liens que nous avons avec la métropole, de pouvoir faire en sorte de valoriser la compétence et l'expertise de nos chercheurs, qui est reconnue évidemment à l'étranger, mais que l'on peut aussi, dont on peut faire bénéficier les Montpelliérains. Donc ce soir sont présents deux de nos collègues, donc ils vont présenter cet ouvrage superbe, donc l'agriculture et les systèmes alimentaires du monde face au changement climatique, enjeux pour les Suds. Donc dans des titres comme ça, tous les mots comptent. Et c'est un long travail, surtout que là, ils ont été 3 sur cet ouvrage collectif. Il y a eu 150 scientifiques qui ont participé. Mais je pense que le mot-clé, c'est quand même le mot changement climatique. C'est un mot qui est très présent et sur lequel, sans doute, nos deux collègues, nos deux experts reviendront, qui a été très présent donc à la COP 30 à Belém. Donc ce soir, nous avons Marie Rabansky, donc qui est chercheuse en sociologie politique au CIRAD. Donc il n'y a pas que des agronomes au CIRAD, hein, on a des économistes, et donc on a une sociologue politique comme Marie, mais elle n'est pas seule. Elle évolue dans une unité mixte de recherche qui s'appelle Ardev, qui a différentes tutelles, et notamment l'université Paul Valéry. Et on est très proche de l'université de Montpellier, mais on sait travailler aussi avec l'université l'UMPV, donc l'établissement expérimental, donc l'université Paul Valéry, et on s'en félicite. Donc les travaux de Marie portent sur la fabrication et la mise en œuvre des politiques et instruments d'adaptation de l'agriculture au changement climatique dans les Nords, mais surtout évidemment dans les Suds, mais il y a des analyses comparées entre le Nord et le Sud. Marie reviendra dessus. Et je tiens à souligner également que Marie Rabansky est enseignante à Sciences Po. Voilà, elle est accompagnée ce soir donc de Vincent Blanfort, donc qui est un ingénieur en agrodéveloppement et docteur en agroécologie. Il est chercheur au CIRAD dans l'UMR qui s'appelle CELMET, donc une unité mixte de recherche avec notamment l'INRAE comme partenaire, mais pas que. Donc les recherches de Vincent portent sur les bilans carbone dans les systèmes d'élevage
au pâturage. Et on s'était rencontrés, Vincent, on s'est connus en fait il y a quelques années, quand tu étais en affectation en Guyane, et tu m'avais expliqué de façon très pédagogique et très simple toutes ces problématiques liées à l'élevage dans les pays du Sud, et là plus particulièrement en Guyane française. Donc tu assures également la fonction de chargé de mission changement climatique au CIRAD, et ça en boucle, et on revient donc sur un des mots-clés du titre. Je ne serai pas plus long, et je vous laisse avec nos deux experts qui, j'en suis sûr, vous intéresseront, mais plus, vous passionneront. Merci. Bonsoir à toutes et à tous. Nous sommes très heureux d'être avec vous ce soir à l'Agora des Savoirs. Et tout d'abord, merci à l'équipe de l'Agora de nous permettre de présenter notre ouvrage. C'est une belle opportunité. Voilà, donc le titre a déjà été cité, l'agriculture et les systèmes alimentaires du monde face au changement climatique et enjeux pour les Suds. Alors c'est un ouvrage collectif du CIRAD et de ses partenaires. Nous l'avons coordonné avec Marie Ramanski, moi-même, Vincent Blanfort, et notre collègue Julien Demenoy, également du CIRAD. Et c'est un ouvrage qui rentre dans une animation transversale au CIRAD. Le CIRAD a des thématiques prioritaires, transversales, dont le changement climatique, et nous sommes animateurs du champ thématique stratégique changement climatique. C'est dans ce cadre que l'ouvrage a été réalisé. Il a été édité cette année aux éditions Quae, et il est en cours d'édition, on espère dans le mois qui vient, en anglais chez Springer, pour avoir une diffusion au-delà donc du monde francophone. Alors, on a titré dans notre introduction un peu encore un livre sur le changement climatique. Voilà, donc peut-être parmi vous certains pensent ceci. Voilà, il y a une littérature foisonnante sur le changement climatique, c'est vrai, et on espère que cet ouvrage sort un petit peu de la norme. Pourquoi ? Parce que actuellement, il y a un besoin de rappeler que la science est plus que jamais nécessaire dans un monde qui la remet énormément en cause. Voilà, donc je pense que ça fait partie des missions d'un organisme comme le CIRAD de transférer des connaissances de façon accessible, compréhensible et puis actionnable par différents acteurs. Donc ça, c'est quelque chose d'important qu'on a tenu à réaliser dans notre groupe. Ensuite, il s'adresse, vous avez remarqué, enjeu pour les Suds. Donc, il s'adresse, c'est les pays du Sud au sein du changement climatique dans le monde. Hein, c'est une problématique globale, mais on a focalisé sur les pays du Sud, de par la mission du CIRAD, évidemment, mais parce que les Suds sont aussi souvent invisibilisés. Ils sont peu audibles dans la recherche climatique, souvent sous-représentés, alors qu'ils sont les plus vulnérables. On le verra tout à l'heure. Donc ça nous a paru important de réaliser cette mission, et on espère qu'on fera un petit peu découvrir un peu plus cette problématique qui est générale, mais qui est peut-être un peu particulière quand on parle des pays du Sud. Et puis troisième particularité, le livre est un livre collectif de scientifiques engagés. 150 scientifiques y ont participé, donc on est là ce soir en leur nom, on les remercie d'avoir participé à cet ouvrage. C'est des scientifiques de terrain qui travaillent sur des terrains nord et des terrains sud, qui sont de plusieurs disciplines. Le livre aussi s'est adossé aux grands enjeux scientifiques et politiques internationaux actuels. Le 6e rapport du GIEC est paru il y a très peu de temps. Et puis il y a les COP auxquelles on participe. Il y a la COP 30 qui a eu lieu il y a quelques mois. Et enfin, le CIRAD remplit une fonction très très importante, qui est de contribuer à nourrir la planète face à l'urgence climatique. Et ce livre ne l'oublie pas, on traite, comme vous le voyez, de système alimentaire. Donc c'est quelque chose qui est important pour le CIRAD. Oui, bonjour à tous. Donc merci encore pour cette invitation. Dans cet ouvrage, en fait, il est organisé en 3 parties. Dans la première partie, on vous propose un état des lieux global
du changement climatique, notamment à travers les rapports du GIEC. C'est ce que Vincent vous présentera. Et puis ensuite, les deux parties suivantes, eh bien, en fait, elles étayent la thèse principale de notre livre, qui consiste à avancer l'idée que les systèmes agricoles et les systèmes alimentaires sont à la fois des victimes du changement climatique, des contributeurs du changement climatique, et ils sont aussi porteurs de solutions. Donc c'est ce qu'on va voir dans les deux parties suivantes. Je repasse tout de suite la parole du coup à Vincent pour qu'il vous partage cet état des lieux global du changement climatique. Voilà, donc au CIRAD, il n'y a pas a priori à proprement dit de climatologue, donc on s'appuie sur des collaborations, et puis comme on vous l'a dit, sur le dernier rapport du GIEC en particulier. Alors, le GIEC, bon, je pense que vous connaissez tous cette institution, le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, IPCC en anglais. Donc, c'est un organe des Nations Unies, qui a été créé en 1988 et qui a édité déjà, il y a eu 6 cycles, donc 6 rapports depuis, et le dernier rapport est sorti donc en mars 2023. Donc, on a environ un cycle tous les 7 ans. L'idée est fondamentale puisqu'il s'agit d'évaluer les connaissances sur l'évolution du climat, de faire un état des lieux réguliers et d'établir ses causes, ses impacts et les options d'atténuation et d'adaptation. Donc les rapports sont divisés en grandes sections sur ces thématiques, et il y a aussi parfois des rapports un peu spéciaux, comme dans le dernier cycle, il y a eu un rapport sur le changement climatique et les terres, qui nous concernait particulièrement. Alors, les méthodes utilisées par le GIEC sont basées sur une évaluation de la littérature scientifique. Plusieurs milliers d'articles sont analysés, mobilisés. Des scénarios sont établis, des scénarios socio-économiques qui évaluent la probabilité d'avoir des trajectoires économiques, par exemple mobilisant des énergies fossiles ou bien des énergies renouvelables. Donc ça donne des trajectoires différentes. Et en lien avec cette littérature scientifique, mais on établit des scénarios d'émissions selon le niveau de développement choisi. Donc le 7e rapport est en cours. Il s'appuie sur 664 experts de 111 pays et plusieurs milliers, ça dépasse 10 000 articles scientifiques. C'est quelque chose donc de très sérieux et de partagé. Vous connaissez sans doute déjà un petit peu ces courbes. Je vous ai parlé des scénarios d'évolution. Donc sur cette courbe, on voit la première, l'axe horizontal, mais c'est les quantités d'émissions de CO2, donc de dioxyde de carbone, cumulées depuis 1850. 1850, la révolution industrielle. En vertical, on a les températures, donc l'augmentation des températures, et maintenant il est prouvé, même les climato-sceptiques ne peuvent plus réfuter le fait qu'il y a une corrélation très forte entre l'augmentation du CO2 dans l'atmosphère et l'augmentation de la température sur le globe. Alors la courbe noire, c'est ce qui est observé, donc ça depuis 1850 jusqu'à nos jours. Donc on voit donc une évolution jusqu'au 1,5 degré, ces fameux 1,5 degré. Alors on devait pas les dépasser, on y est presque. Voilà. Et puis la suite de la courbe, donc les différents scénarios avec différentes couleurs. D'habitude, il est présenté l'horizon 2100. On parle de 4-5 degrés de plus en 2100. Là, j'ai tenu à avoir un pas de temps un peu plus court, qui nous concerne peut-être un peu plus, c'est 2050. C'est bientôt 2050. Donc sur 2050, ces différents scénarios, le scénario SSP1, par exemple, c'est le plus raisonnable, on utilise des énergies renouvelables, jusqu'au scénario pire, le SSP5, tout en haut, qui lui va continuer avec un développement économique essentiellement basé sur les énergies fossiles. Et donc là, on a risque d'arriver avec ces modèles sur des températures en 2050 qui atteindront presque les 2,5-3 degrés. Alors, qu'est-ce que ça veut dire 2,5-3 degrés ? Aujourd'hui, quand on parle de 1,5 degré, c'est la température globale sur l'ensemble du globe. Quand on ramène cette température sur les terres, c'est 3 degrés, on double. Donc, ça veut dire qu'en 2050, on risque d'avoir, selon les développements économiques choisis, on risque d'avoir des températures de plus 5 à plus 6 degrés dès 2050. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, l'augmentation de température ?
de plus 5, plus 6. Donc pour ça, je vais resituer un peu dans une perspective un peu plus globale. Sur ce schéma, on voit l'histoire de la température dans l'hémisphère nord. Donc depuis moins 18 000. Donc l'axe horizontal, on a l'axe du temps de moins 18 000 jusqu'à nos jours. Et puis l'axe vertical, c'est l'écart de la température à la moyenne de ces 10 000 dernières années. Alors, il y a 18 000 ans, on était à moins 4, moins 5 degrés par rapport à cette température moyenne. Alors, qu'est-ce que ça veut dire moins 4, moins 5 degrés ? La majeure partie de l'Europe était sous les glaciers. Les glaciers arrivaient presque jusqu'à Paris. Et on pouvait aller en Angleterre à pied. Ça vous permet d'imaginer ce que représente une différence de température de 4 ou 5 degrés. Donc nous, on risque d'avoir cette différence de température, en plus, donc avec un réchauffement. Parce que souvent, on n'a pas bien conscience, on se dit 3, 4, 5 degrés, c'est pas grand-chose. Là, on s'aperçoit que c'est un changement radical, avec une glaciation qui s'est terminée donc à ce qu'on appelle l'optimum de l'Holocène, donc en moins 8000, moins 10 000, moins 8000, où là, qui a permis d'ailleurs l'avènement de l'agriculture. Sinon, ça n'aurait pas été possible. Et durant ces 10 000 années, on voit qu'on a une courbe de la température qui est assez régulière, avec des petites irrégularités, mais qui sont sans commune mesure avec, quand on arrive en 2000, avec l'augmentation actuelle, avec un réchauffement actuel de plus 1,5 degré, donc, qui dépasse les maximums de ces 10 000 dernières années, et ça, non pas sur 10 000 ans, mais sur quelques décennies. Donc ça resitue un peu l'augmentation des températures dans une perspective sur le long terme. Et quand on essaie de comprendre un petit peu pourquoi, eh bien, donc la révolution industrielle, elle est le fait donc des pays qui se sont développés au niveau industriel à partir de 1850, et ce sont bien sûr les pays. Donc on a une échelle d'émissions cumulées de 1750 à 2017. Avec une échelle de couleurs, vous voyez, donc les couleurs très foncées concernent les États-Unis, la Russie par exemple. L'Europe est un petit peu moins foncée parce que chaque pays était individualisé. Mais si on sommait chaque pays d'Europe, on aurait une couleur très foncée de la même façon que les États-Unis par exemple. Alors, autre pays qui est responsable de ces émissions, mais plus récemment, c'est la Chine. La Chine est devenue le premier émetteur mondial devant les États-Unis. Et puis l'Inde commence à emboîter le pas, ce sont les nouvelles puissances économiques, et le reste du monde, eh bien, a été très peu contributeur, et notamment les pays du Sud qui nous concernent. Donc ces pays du Sud qui ont très peu contribué au niveau historique et qui sont aujourd'hui les victimes les plus vulnérables parce que ce sont des pays avec des niveaux de revenus les plus faibles. Voilà, donc ça c'était une brève introduction sur le changement climatique avec les rapports du GIEC, et je passe la parole à Marie pour la suite. Oui, merci Vincent. Et donc maintenant, après cet état des lieux, on va essayer de mettre la focale sur les systèmes agricoles et alimentaires afin d'essayer de comprendre dans quelle mesure ces systèmes agricoles et alimentaires sont des victimes de ce changement climatique, de ce dérèglement climatique dont a parlé Vincent. Également, ils y contribuent, ce sont des contributeurs de ce changement climatique. Alors, pour commencer, un détour définitionnel, vous allez voir qu'on va parler, Vincent et moi, désormais de système agri-alimentaire. On ne parle pas ici de système agroalimentaire. Quand on parle de système agri-alimentaire, en fait, ça fait référence au système agricole et au système alimentaire. Alors, qu'est-ce que c'est ? C'est les acteurs, les activités impliquées dans la production, le regroupement, la transformation, la distribution, la consommation, l'élimination des produits alimentaires issus de l'agriculture. Alors, pour aller un peu plus vite, vous pouvez penser à cette appellation dont peut-être vous avez déjà entendu parler, de la fourche à la fourchette. Eh bien, c'est ça, les systèmes agri-alimentaires. Et donc, ces systèmes agri-alimentaires, dans un contexte de dérèglement climatique, eh bien, font face à un défi majeur, puisqu'en 2100, on prévoit 10 milliards d'habitants. Donc, il y a une pression démographique extrêmement forte sur ces systèmes agri-alimentaires actuels et encore plus à venir. Et puis, ces systèmes agri-alimentaires, eh bien, il ne faut pas les penser de façon isolée. Ils sont interdépendants, ils sont liés à d'autres enjeux globaux, tels que la biodiversité, le commerce, la gestion des ressources naturelles comme l'eau, la désertification. Et donc, ça en fait de ces systèmes agricoles et alimentaires, et aussi des forêts qu'on inclut dedans, eh bien,
des systèmes à part qui se distinguent d'autres secteurs, par exemple comme le transport, dans la mesure où ils fournissent des services qui sont indispensables à l'humanité. Des services d'alimentation, bien sûr, mais aussi des services écosystémiques, dans la mesure où ils participent à des services de filtration de l'eau, à la qualité des sols, à la biodiversité. Également, ils fournissent des services climatiques, dans la mesure où ils participent au stockage du carbone ou encore à la régulation du climat. Donc, ce détour effectué, regardons maintenant ensemble quels sont les impacts directs du climat, du dérèglement climatique sur ces systèmes agri-alimentaires. Bon, nos résultats sont sans appel. Nos résultats montrent en fait qu'on peut s'attendre à une baisse des rendements généralisés de 11% d'ici 2050 et une dégradation massive de la qualité des produits agricoles et alimentaires disponibles. On s'attend également à une augmentation des pertes post-récolte et des risques sanitaires, notamment liés aux mycotoxines, de par cette élévation générale de la température. Et puis également des perturbations commerciales, davantage de volatilité des prix, davantage d'insécurité alimentaire et de troubles sociaux qui sont liés à cette insécurité alimentaire. Alors bien sûr, ces impacts ne vont pas toucher de façon homogène tout le globe. Vous imaginez bien qu'il y a des inégalités extrêmement fortes et ces inégalités, elles renvoient notamment à une dichotomie entre les pays du Nord et les pays du Sud, en fait entre les pays à faible revenu et les autres, dans la mesure où les États ont des capacités d'adaptation différentes aux chocs climatiques auxquels ils risquent d'être confrontés. Par exemple, un État riche peut tout à fait essayer de soutenir ses agriculteurs dans la mesure où ces agriculteurs seraient touchés par un choc climatique extrême, une inondation, une sécheresse, alors que ce sera beaucoup moins le cas, bien sûr, dans un pays du Sud. Et puis également, on a des vulnérabilités qui sont différentes à l'intérieur des États. Les populations pauvres et les populations rurales sont davantage touchées par ces impacts du changement climatique sur les systèmes agroalimentaires. On comprend donc, avec ce tableau très très général pour l'instant, que la transformation des systèmes agroalimentaires est un levier essentiel pour renforcer la sécurité alimentaire mondiale dans un contexte de changement climatique. Alors, on va essayer d'entrer un peu plus dans le détail désormais. Ce qu'on vous propose ici, c'est, à partir des travaux du GIEC, de comprendre l'impact du dérèglement climatique, encore une fois, sur les systèmes agroalimentaires, en vous proposant ici une carte qui permet de comprendre depuis 1950 l'augmentation de la fréquence des événements extrêmes généralisés, notamment la sécheresse qui s'est accentuée depuis 1950. Et ce qu'on peut voir également, c'est des précipitations intenses qui sont de plus en plus importantes, mais cette fois-ci avec des disparités régionales fortes. Ce qui, en fait, ce qu'il faut comprendre de ces graphiques, c'est que il y a un consensus sur les modélisations qui peuvent être faites sur l'élévation générale de la température du globe, mais par contre, c'est plus difficile d'anticiper la modélisation de la pluviométrie. Et donc, ça va avoir des répercussions sur les modélisations qui peuvent être faites sur les systèmes agroalimentaires. Vous allez comprendre tout de suite avec cette carte. Cette carte, elle permet de comprendre concrètement comment le changement climatique va avoir un impact sur les systèmes agroalimentaires en 2050. Ce que nous montre cette carte, c'est qu'il va y avoir davantage de zones exposées à la désertification. C'est les zones que vous voyez en orange. Donc vous voyez toute une zone en Asie du Sud-Est, la bande sahélienne descend vers le sud, l'Afrique australe, partie de la Russie, partie de l'Amérique du Nord. Ce que vous allez voir également en 2050, ce à quoi on peut s'attendre en 2050, c'est également une augmentation des zones avec des hausses de précipitations et notamment des événements extrêmes pluviométriques. Et notamment, vous avez toute l'Asie du Sud-Est. D'ailleurs, les derniers événements de ces dernières semaines confirment cette tendance avec des inondations extrêmement importantes dans toute cette zone. On voit également la même chose en Inde et puis sur toute l'Amérique centrale, à l'est et à l'ouest, une augmentation, encore une fois, des hausses de précipitations. Enfin, toute la zone autour de la Réunion de Madagascar. Tout ça, ça va avoir des impacts sur les rendements agricoles. Et donc, vous avez ces petites icônes rouges que vous voyez en dessous. Qu'est-ce que ça montre ? Eh bien, qu'il va y avoir une diminution forte des rendements
en céréales, notamment dans toute la zone MENA, Moyen-Orient, Afrique du Nord, également dans toute la zone Asie du Sud-Est et également en Amérique du Nord. Vous allez également avoir une diminution du rendement concernant l'élevage en Amérique du Nord, également vous l'avez également en Afrique australe, et puis aussi une diminution forte des rendements en termes de ressources halieutiques, dans la mesure où, de par l'élévation du niveau de la température des océans dans la zone tropicale et intertropicale, les poissons, en fait, vont migrer vers les pôles. Dans l'hémisphère nord, ils vont migrer vers le pôle nord. Dans l'hémisphère sud, ils vont migrer vers le pôle sud. Et donc, il va y avoir une raréfaction des ressources halieutiques dans toute la zone tropicale et intertropicale. Voilà pour ce constat de baisse générale de la productivité avec ces différentes zones qui vont être impactées. Il faut aussi toutefois nuancer cela pour être tout à fait juste et aussi dire que certaines zones vont être impactées positivement par le changement climatique. Vous les avez tout au nord du globe, où il va y avoir des hausses de productivité agricole. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il va y avoir des terres qui vont dégeler et qui vont être propices à la production agricole. Alors tout ça, bien sûr, ça va avoir des conséquences sur l'alimentation. Je vous propose ici une carte qui montre que aujourd'hui, en 2020, il y a près de 800 millions de personnes qui sont en situation de sous-nutrition. Et donc, le challenge, c'est bien celui-ci. Comment nourrir 10 milliards d'êtres humains en 2100 ? Bon, voilà pour cet état des lieux. J'avoue pas très optimiste sur les impacts du changement climatique sur les systèmes agroalimentaires. Pour bien comprendre cette question, il faut aussi saisir que les systèmes agroalimentaires sont non seulement des victimes du changement climatique, mais ils sont aussi des contributeurs du changement climatique. Et il y a un chiffre particulièrement élevé et particulièrement important qu'il faut avoir en tête, c'est que près de 37% des émissions de gaz à effet de serre à l'échelle mondiale proviennent des systèmes agroalimentaires. 37%, c'est bien plus que les transports. C'est un chiffre qui est particulièrement élevé. Et pour bien comprendre, il faut essayer de saisir ce qu'on met derrière ces 37%. 37%, ça renvoie à quatre éléments différents. D'une part, dans ces 37%, on met tout ce qui relève du changement d'usage des sols. C'est-à-dire que quand vous coupez une forêt, eh bien, vous émettez du carbone. Et puis, il y a également tout ce qui relève de la production agricole et de l'alimentation. Et là, on a 3 étapes différentes. D'une part, il y a les émissions de gaz à effet de serre qui sont réalisées à l'échelle de la parcelle. Et ça émet des gaz à effet de serre. Un élevage bovin, eh bien, ça émet du méthane, donc des gaz à effet de serre. Mais pour réaliser cette production agricole, il a fallu avant mobiliser, par exemple, des intrants chimiques, par exemple des engrais, de l'irrigation. Et donc, ça renvoie à l'étape ce qu'on appelle de la pré-récolte, c'est-à-dire tout ce qu'il a fallu avant pour réaliser la production agricole. Et puis, il y a également toute l'étape qui s'appelle l'étape de la post-récolte, c'est-à-dire que après la production agricole, eh bien, vous transportez vos denrées agricoles, vous les transformez. Ça renvoie également à l'étape de la distribution, de la consommation, des déchets également agricoles et alimentaires. Et donc, tout ceci, eh bien, ça entre dans ces 37%. Alors, bien sûr, il y a des disparités extrêmement fortes entre les pays du Nord et les pays du Sud. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que depuis ces 20 dernières années, les activités de pré-production, donc avant la parcelle agricole, et surtout les activités de post-production, c'est-à-dire tout ce qui relève du transport, de la transformation des produits agricoles et alimentaires, de leur distribution, de leur conservation, des déchets et des pertes, eh bien c'est le poste qui explose le plus et qui pourrait aboutir à ce qu'en 2050, les émissions réalisées par les systèmes agroalimentaires s'élèvent à 65% des émissions globales. C'est vraiment extrêmement important et ça s'explique par ces étapes de post-production liées notamment au commerce des denrées agricoles et alimentaires. Ce qui ferait bien sûr des systèmes agroalimentaires le secteur le plus émetteur. Alors, on va essayer encore d'entrer un peu plus dans le détail sur cette dimension contribution des systèmes agroalimentaires et s'intéresser aux émissions de ces gaz à effet de serre d'origine agricole et alimentaire. Alors, si on regarde ces émissions par continent,
sans tenir compte des surfaces, sans tenir compte du nombre d'habitants. On est vraiment ici au niveau des volumes d'émissions brutes. On voit que le premier continent émetteur de gaz à effet de serre d'origine agricole, c'est l'Asie. Ça s'explique assez facilement. Pourquoi ? Parce que en Asie, c'est là où on produit le plus de riz, et vous savez que pour produire du riz, eh bien, on émet énormément de méthane, de CH4. Deuxième continent, c'est les Amériques, Amérique du Nord, Amérique du Sud, on les met ensemble, avec des problématiques légèrement différentes au Nord et au Sud. L'Amérique du Sud, eh bien, c'est la problématique qui renvoie plutôt aux enjeux de déforestation, d'utilisation d'engrais azotés massivement, les problématiques liées à l'élevage, à la culture du soja. Au Nord, c'est plutôt des problématiques liées à l'engrais azoté et à l'élevage. Et puis, troisième continent émetteur, et ça nous a beaucoup surpris, c'est l'Afrique. L'Afrique, troisième continent émetteur de gaz à effet de serre d'origine agricole. Pourquoi ? Deux éléments d'explication. D'une part, le changement d'usage des terres, c'est-à-dire qu'on nous parle beaucoup de la déforestation en Amazonie à juste titre, mais en fait, il y a une déforestation massive aussi en Afrique centrale. Et puis, deuxième élément de réponse, les métriques. Là, il faut rentrer un peu dans la technique. En fait, on calcule de la même façon les émissions de méthane d'un bovin dans une ferme industrielle aux Pays-Bas qu'un bovin qui évolue dans un système agro-sylvo-pastoral au Sahel. Alors même que dans un élevage ou dans un système agro-sylvo-pastoral au Sahel, eh bien, ce ruminant, il évolue dans des prairies, il mange un petit peu d'herbe, il fertilise, participe à la fertilisation du sol. Et nos études au CIRAD montrent que finalement, ce bovin, il est quasiment neutre en carbone. Par contre, il est à l'échelle internationale évalué de la même façon que le bovin qui est dans une ferme industrielle, qui est nourri au soja brésilien et qui va être découpé et envoyé en Europe. Donc il y a vraiment des métriques qui sont particulièrement défavorables à la comptabilisation des gaz à effet de serre d'origine agricole pour l'Afrique. Et puis derrière l'Afrique, on a l'Europe et puis l'Océanie. Alors rentrons encore un petit peu plus dans le détail. Pour rentrer à l'intérieur des continents, qu'est-ce qu'on y voit ? Eh bien, on y voit surtout deux pays qui ont des systèmes alimentaires particulièrement émetteurs. C'est la Chine et c'est le Brésil. Encore une fois, on est à des niveaux d'émissions brutes par pays. Et donc, l'Afrique, qui était le troisième continent le plus émetteur, finalement, quand on regarde à l'échelle des pays le niveau de gaz à effet de serre d'origine agricole émis par pays en Afrique, eh bien, ce dont on s'aperçoit, c'est que finalement, la plupart des pays africains sont dans des niveaux d'émissions moyens à faibles. Enfin, cette fois-ci, rentrons en tenant compte du nombre d'habitants, c'est-à-dire ça va nous permettre de relativiser ces chiffres des émissions de gaz à effet de serre d'origine agricole par continent et par pays en les analysant au prisme du nombre d'habitants. Et là, on obtient des résultats tout à fait différents puisque la Chine et le Brésil ne sont plus si émetteurs. Pourquoi ? Parce qu'il y a une densité de population très élevée dans ces pays, ce qui fait en fait que oui, ils sont très émetteurs, mais en même temps, ils sont particulièrement performants. Et vous avez des choses assez amusantes via cette carte. Pourquoi en Asie, qu'est-ce que vous voyez ? En fait, c'est la Mongolie que vous voyez. Et puis, vous voyez aussi Botswana, Namibie en Afrique australe. Pourquoi ? En fait, parce que il y a énormément de bovins, de ruminants dans ces pays. Et donc, il y a plus de ruminants que d'habitants. Et donc, on a forcément une densité de population très faible qui fait que par habitant, eh bien, le niveau d'émissions de gaz à effet de serre est très élevé. Bon, je vais repasser après ce constat, forcément pas très optimiste, sur les impacts. La parole à Vincent, parce que ce qu'on a voulu dans cet ouvrage, c'est au-delà de l'état des lieux et de cette thèse qui consiste à soutenir l'idée que les systèmes agroalimentaires sont à la fois des victimes et des contributeurs au changement climatique, c'est aussi de montrer que ces systèmes ils sont aussi porteurs de solutions. Et donc je vais tout de suite passer la parole à Vincent pour qu'il vous en dise davantage. Oui, heureusement, il y a des solutions. C'est vrai, quand on parle de changement climatique, c'est souvent
sous une vision assez pessimiste, ce qui fait que c'est pas évident à intégrer par la société. Il y a des solutions qu'on a traitées à travers 10 stratégies qui répondent à différents niveaux. On a classé ça en trois thématiques. Il y a l'innovation, bien sûr, pour transformer. On a dit que les systèmes agricoles devaient se transformer, sinon ils allaient contribuer à 65% des émissions. C'est un vrai problème. Il y a des solutions, par exemple la séquestration du carbone, j'y reviendrai après. Des innovations sur les pratiques, de mettre en place par exemple des variétés, des systèmes intégrant plusieurs cultures, l'agrobiodiversité naturelle, et puis l'agrobiodiversité, la recherche génétique des nouvelles espèces résistantes à la sécheresse, par exemple. On peut s'appuyer sur une deuxième grande catégorie, c'est les ressources naturelles. Là, c'est un levier de résilience et d'atténuation. Résilience, donc la résistance et l'adaptation à ce changement climatique, tout en contribuant à l'atténuer. C'est important d'avoir une synergie entre les deux. L'eau, bien sûr, vous connaissez tous cette problématique, on en parle même chez nous. Donc c'est une ressource qui fait l'objet de nombreux conflits et qui fait souvent l'objet d'adaptation, de maladaptation, c'est-à-dire que pour contrer la sécheresse, l'augmentation de température, on va les puiser dans les nappes. Et le fait d'avoir cette action-là a des répercussions négatives. Donc on appelle ça la maladaptation. Donc là, il y a des solutions adaptées qui doivent être prises. La production d'énergie par l'agriculture. Donc la production d'énergie, par exemple, avec l'utilisation de sous-produits, la canne à sucre. Là, on peut avoir des conflits puisqu'à ce moment-là, les cultures deviennent pour l'énergie deviennent concurrentielles à l'alimentation. Donc ça peut poser des problèmes, ça se discute aussi. Là aussi, il y a des solutions qui sont adaptées. L'élevage et le méthane agricole en général. Marie, tu en as parlé tout à l'heure, j'y reviendrai aussi. Et puis un troisième niveau un peu plus intégrateur qui met un peu en action ce dont je viens de vous parler, ces solutions, c'est les politiques publiques qui agissent au niveau des territoires, donc qui sont prises à des niveaux nationaux, internationaux, dans les territoires et avec la notion de transition juste, la justice climatique, donc que je ne détaille pas puisque Marie vous en parlera tout à l'heure. Alors je rentre tout de suite je fais un focus sur la séquestration du carbone pour démarrer, c'est un petit peu mon sujet de recherche. Je vais essayer d'expliquer de façon assez simple le cycle du carbone. On parle toujours du carbone, du gaz carbonique. Qu'est-ce que c'est? Donc, en fait, sur Terre, il y a un grand cycle du carbone on voit ici les chiffres entre parenthèses. Vous voyez des grands chiffres. Le stock de carbone se répartit dans différents compartiments. L'océan, par exemple, il y a un très grand stock de carbone dans les roches sédimentaires, mais il y a également des stocks de carbone dans la végétation. Là, on est en milliards de tonnes, 650, dans les sols. Donc, on voit ici qu'il y a d'ailleurs plus de carbone dans les sols que dans la végétation. Et puis, l'atmosphère. Et ce qu'on regarde dans l'atmosphère, c'est qu'il y a beaucoup moins de carbone dans l'atmosphère que dans les autres compartiments. Et on a là l'explication du réchauffement climatique, c'est-à-dire que les stocks dans ces compartiments, dès qu'ils sont libérés, ils viennent augmenter la quantité de CO2 dans l'atmosphère et donc provoquer un réchauffement climatique, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure. Alors, c'est ce qu'on appelle les flux. Donc là, on a les stocks, et les compartiments vont échanger ce carbone à partir de flux. On a les flux naturels en vert. L'océan échange naturellement carbone avec l'atmosphère, la végétation aussi, à travers la photosynthèse. Les végétations, les forêts captent du carbone, respirent également, donc on a des échanges. Le sol également. Et puis, on a des cycles, des flux qui sont anthropiques, liés à l'homme. Alors, on a évidemment le carbone fossile, à gauche, la grande flèche de gauche. Et là, on a la notion de flux, de cycle long et de cycle court. Le carbone fossile, il était enfoui dans les strates terrestres profondes pendant des millions d'années. Donc ça, c'est ce qu'on appelle les cycles longs. Et ce qui s'est passé à la révolution industrielle, on l'a libéré en quelques dizaines d'années, en quelques centaines d'années. Donc ça, c'est là le problème finalement du changement climatique. Ces cycles longs du carbone qu'on a stocké pendant très longtemps est libéré très rapidement et vient alimenter l'atmosphère de façon anormale, et donc au réchauffement climatique. On a d'autres cycles anthropiques qui sont liés par exemple à l'agriculture. L'agriculture libère également
du CO2, du méthane, et elle en stocke également dans le sol. On voit ici l'importance du sol qui contient plus de carbone que la végétation. Donc, on a l'habitude de dire que les stocks de carbone sont dans les forêts. Dans la forêt de droite, on voit une tour à flux. Là, le CIRAD a des tours à flux qui mesurent les échanges de CO2 entre l'atmosphère et puis ces écosystèmes. Donc, ça permet de voir que les écosystèmes terrestres sont des puits de carbone très importants. 29% des émissions totales de CO2 par an sont atténuées, diminuées grâce à ces écosystèmes terrestres. Voilà, donc on a ces grands échanges là qui permettent un petit peu de comprendre que les systèmes terrestres sont vraiment très très importants, sont des puits qui sont à conserver. Et aujourd'hui, la problématique qu'on a, c'est que ces systèmes qui étaient des puits jusqu'à présent deviennent des sources. Même la forêt amazonienne, du fait de ce réchauffement climatique, avec la sécheresse, des épisodes de sécheresse notamment, arrive à libérer plus de carbone qu'elle n'en stocke. Voilà, donc ça c'est le problème qu'on rencontre actuellement. Et par rapport à ces chiffres, on voit que nos systèmes alimentaires, c'est 23% des émissions globales, juste sur le système sur les terres, et c'est 12 gigatonnes. Donc ça permet de voir un petit peu ces grands chiffres sans vous assommer, qu'on a vraiment des cycles d'échanges qui sont très très actifs depuis 150 ans. Alors, si on regarde, je vous ai parlé du carbone, le carbone du sol, qui est très important, si on a un stock très stratégique. C'est le réservoir de terrestre de carbone le plus important que la végétation. 30% sont compris dans le sol des forêts, 30 à 35% dans les prairies. Marie vous expliquait tout à l'heure l'importance de considérer le carbone du sol dans les élevages, et puis 15% dans les terres cultivées. Donc ça, la carte de gauche, on voit que c'est l'état actuel de ces sols. On voit par exemple que dans les zones arides, en Afrique, la Sahel, il y a moins de carbone que dans les zones froides. La carte du bas montre les évolutions de ce carbone du sol jusqu'en 2038. Là, c'est le modèle qui a voulu ça, entre 0 et 30 cm. Et là, ce qu'on voit, c'est qu'il y aura des changements sous réserve qu'on adopte des bonnes pratiques. On aura une augmentation de ce carbone du sol plutôt dans les zones tropicales, ce qui permettra de compenser une partie des émissions de nos systèmes alimentaires du Sud. Alors, on voit donc que grâce à ce carbone stocké dans la végétation et puis dans les sols, que l'agriculture elle dispose d'un potentiel qui est assez unique dans ces compartiments, c'est qu'elle est capable de réduire ses émissions de gaz à effet de serre avec des pratiques, par exemple moins d'intrants, moins d'énergie ou consommer des énergies renouvelables, tout en séquestrant du carbone dans les sols et la biomasse. Donc ça va permettre d'atténuer ces émissions et de participer à cette transition des systèmes alimentaire. Ensuite, on voit que ce potentiel de réduction, il est de 47% du potentiel de diminution des gaz. Quand on parle d'atténuation, c'est la réduction des émissions. Eh bien, 47% de ce potentiel est lié au carbone du sol pour les cultures et les prairies. C'est donc un élément très très important. En plus, c'est un élément qui permet de faire de l'adaptation, parce que qu'est-ce que c'est le carbone du sol finalement? Le carbone du sol, c'est, on l'a dit tout à l'heure, on a la végétation, la photosynthèse, on a le CO2 qui est absorbé par la végétation va mourir, les racines aussi, et c'est à travers la mort des végétaux que la matière organique va rentrer petit à petit dans le sol. D'accord? Donc on a une entrée dans le sol et c'est de la matière organique. La matière organique, elle est constituée de 50% de carbone. Ça veut dire que quand on a de la matière organique, on a un sol en bonne santé qui permet de bien produire, de lutter contre la dégradation des sols et de lutter contre le changement climatique. Voilà. Donc c'est vraiment quelque chose un enjeu stratégique qui permet de contribuer à la sécurité alimentaire. Mais ces stocks sont très fragiles. Il faut les protéger. La déforestation, par exemple, met en danger le carbone du sol des forêts. C'est un gros stock. L'agriculture intensive, le surpâturage. Ça fait des pertes de carbone, donc qui remettent en fonction les fonctions écologiques et la fertilité des sols. On a donc des solutions là qui sont traitées par le CIRAD pour préserver ces écosystèmes. Et la plupart du temps, ces solutions, ce qu'on appelle des solutions sans regret. C'est-à-dire que si on restaure les sols dégradés, de toute façon, ça sera bénéfique, même si on va contribuer à la diminution du changement climatique, mais on va aussi améliorer les sols. La couverture végétale permanente, l'agroforesterie,
une agroforesterie diversifiée, une agriculture avec des arbres. Donc tout ça, ce sont des solutions qui sont travaillées. Je peux pas détailler énormément. Je vais vous juste citer quelques exemples des terrains, par exemple en Amazonie, l'Amazonie française, la Guyane. Une grande partie de nos forêts sont en Guyane et une petite partie a été déforestée. Donc on fait des bilans carbone dans ces systèmes qui permettent de voir qu'on peut compenser une partie du stock de carbone perdu quand on a déforesté en ayant des bonnes pratiques de pâturage. Les pâturages stockent énormément de pâturage. Quand on regarde le stock jusqu'à 1 mètre du sol, on arrive à des systèmes qui sont neutres le carbone, donc qui permettent de compenser les émissions du méthane des animaux. Au Brésil, la photo de droite, on a des projets qui se situent à Paragominas. Là, c'est une région dans les années 60, c'était les zones noires de la déforestation. On avait une déforestation énorme et on ne travaille pas sur les fonds de déforestation qui sont la plupart du temps illégaux au Brésil. Nous, on travaille sur les zones qui ont été déforestées, comment essayer de restaurer. Alors, on peut faire des zones de mise en défense, mais ça, c'est un peu compliqué. Donc là, on a des zones qui cumulent en fait la protection de la forêt, on laisse la forêt reconquérir certains espaces et on partage l'espace avec des zones de prairies par exemple. Donc dans une même exploitation, on peut arriver à la fois produire et puis protéger la forêt et la biodiversité. Donc au Brésil, il n'y a pas que des grandes fazendas de l'agro-industrie. Il y a beaucoup d'agriculture familiale et on a des agriculteurs qui vivent et on essaie de trouver donc des schémas de développement régionaux qui permettent à la fois de s'adapter et d'atténuer le changement climatique. Et également, les forêts, on tient compte également des populations autochtones d'Amérindiens. Voilà, donc ça c'est des projets qu'on a notamment en Amérique du Sud. Là, on a parlé du CO2. On va parler du méthane. Le méthane, qu'est-ce que c'est ? C'est un gaz à effet de serre aussi, mais qui a une durée de vie qui est bien plus courte. Donc, il a un pouvoir de réchauffement plus fort que le CO2, qui dure à peu près 100 ans dans l'atmosphère. Le méthane, lui, il va durer juste une dizaine d'années. Alors, pourquoi est-ce qu'il y a du méthane ? Alors, le méthane, il est émis par les ruminants. Les ruminants, c'est quelque chose d'assez fantastique finalement quand on y passe, qu'ils sont capables de transformer de la cellulose. Il digère la cellulose, il la transforme en une protéine noble, le lait, et puis la viande. Voilà. Nous, on est incapable de se nourrir à partir de cellulose. Nous sommes donc des herbivores par procuration. Voilà. Il y a encore des gens qui mangent de la viande. Et donc, le problème, c'est que cette digestion est incomplète. La cellulose est quand même difficile à digérer, même pour les ruminants. Et on a une petite partie qui n'est pas transformée et qui s'échappe sous forme de méthane. Voilà, c'est ça le problème de l'élevage. Il y a des solutions pour réduire le méthane. Donc, on peut mettre des additifs alimentaires. Ça, c'est plutôt dans les pays riches parce que ça coûte cher. Nous, on essaie de trouver des solutions un peu basées sur des solutions plus simples, basées sur la nature. Par exemple, en plantant des arbres, des légumineuses, donc qui sont très riches en azote. Et qui permettent de mieux nourrir l'animal, d'avoir des rations plus riches, moins émettrices de méthane. 30% des émissions de méthane entérique peuvent être réduites avec ce type de solution. Alors excusez-moi. Donc, on a un autre exemple. On travaille aussi énormément dans les régions sèches du Sahel. Donc, on a ici sur la photo de gauche. Donc, on est dans le Ferlo, là, dans le nord du Sénégal. La photo de gauche, c'est la photo habituelle qu'on a des pays sahéliens. Avec quelque chose d'assez sec. Il y a quand même quelques arbres ici, vous voyez, qui même en saison sèche, on a des arbres très particuliers qui restent verts en saison sèche. Et quand on regarde à droite, ce sont les mêmes paysages, mais là, on a une explosion de la végétation en saison des pluies et on a un gazon formidable qui va nourrir les animaux. Alors, on reproche beaucoup à ces systèmes d'être peu efficients. Et là, on a des questions de métrique dont a parlé tout à l'heure Marie. C'est-à-dire que si on regarde les kilos de méthane émis par animal, on a à peu près 10 kilos de méthane par kilo de lait produit au Sahel et puis 2 kilos dans des systèmes très intensifs aux États-Unis. Mais la métrique, elle est un peu faussée. C'est à partir de là qu'on dit que l'élevage est émetteur de méthane parce qu'on ne tient pas compte aux États-Unis le fait que le méthane, l'alimentation provient de déforestation importée, du soja issu de déforestation au Brésil.
Alors que au Sahel, on a des émissions qui sont liées à des territoires, et quand on prend le territoire dans son ensemble, quand on prend en compte le stockage de carbone dans le sol, on peut avoir des systèmes qui sont potentiellement neutres. Voilà, donc c'est là-dessus qu'on travaille aussi, d'essayer de montrer qu'on a des systèmes extensifs qui peuvent être très efficients. Et l'histoire du CO2, le CO2, il est cumulé dans l'atmosphère, il y reste très longtemps, et le méthane, au contraire, il reste pas longtemps. Donc c'est donc un levier d'action à court terme sur lequel on peut agir. Ça veut dire que si on coupe actuellement les émissions, on réduit les émissions de méthane, on aura une diminution de température dans les prochaines décennies, dans les 10-20 ans, ce qui n'est pas le cas du CO2. Même si on arrêtait d'émettre du CO2 aujourd'hui, il faudrait attendre 100 ans pour avoir une action sur la diminution de température. Voilà, donc on a donc des leviers d'action qui sont assez différenciés, et on peut mobiliser également le méthane en faisant du biogaz. Voilà, donc on a des exemples au Sahel, par exemple, où on a des éleveurs qui ont des petits systèmes de fermentation. On récupère les fesses des bovins qu'on fait fermenter, on obtient du méthane qu'on utilise avec des réchauds. Donc au lieu d'aller chercher du bois et de contribuer à la déforestation de ces zones, on réutilise les fesses et on émet moins de méthane. Donc on a des systèmes assez vertueux. 70% du potentiel mondial de biogaz vient de l'agriculture. Donc c'est en train de se développer dans les pays industriels et les pays les pays à faible revenu. La riziculture, très rapidement, est également un très grand émetteur. 40% du méthane de l'agriculture est lié à l'élevage, 30% à la riziculture. Là aussi, on travaille à réduire un petit peu les émissions de la riziculture en contrôlant notamment la gestion de l'eau. On peut arriver à avoir des assèchements intermittents. Pourquoi est-ce qu'on a du méthane? Parce qu'on a des fermentations, ce qu'on appelle fermentation anaérobie, hors oxygène. Le rumen d'un ruminant, c'est comme une rizière, c'est à l'abri de l'air, et on a donc des fermentations un peu particulières qui produisent du méthane. Donc on essaie également de développer du riz pluvial. Le riz pluvial, lui, se développe, comme son nom l'indique, hors ces zones d'inondation, et avec on n'a pas d'émissions de méthane. Voilà, donc tous ces aspects techniques que je viens d'évoquer, il y en a bien plein d'autres dans le livre, on ne peut pas tout développer. Ils sont bien sûr liés à des incitations publiques qui ne peuvent pas arriver tout seuls. Par exemple, les paiements pour services environnementaux, à des transferts technologiques, nord-sud, sud-sud, sud-nord maintenant. On arrive à avoir des technologies au sud qui sont valables au nord, puisqu'on se réchauffe au nord. On travaille sur le sorgho, par exemple, qui devient un fourrage qui va remplacer le maïs. Ça aussi, le CIRAD peut contribuer à ce genre de choses. Les pays du Sud peuvent contribuer aux pays du Nord. Et puis, la formation, évidemment, qui est extrêmement importante. Voilà, je crois que Marie, tu vas nous parler des politiques publiques. Oui, merci Vincent. Donc, comme Vincent vous l'a montré, en fait, le livre, il propose 10 solutions. Il y en a qui sont de 3 ordres différents, ces solutions. Il y a des solutions plutôt techniques, et puis il y a aussi des solutions politiques qui sont nécessaires. Donc Vincent a illustré les solutions qui étaient liées au carbone. Il a également illustré les solutions qui étaient liées à l'élevage, avec des façons de comptabiliser déjà les émissions liées à l'élevage de façon différente, et aussi de diminuer les émissions liées à l'élevage. Et il y a aussi un troisième autre type de solutions qui sont liées à un renouvellement des politiques publiques afin de climatiser en quelque sorte les politiques agricoles et alimentaires, c'est-à-dire d'intégrer davantage des objectifs climatiques dans ces politiques agricoles, et ce à des échelles multiniveaux, c'est-à-dire à la fois à l'échelle des territoires, à l'échelle des pays et également à l'échelle globale. Et nous, à travers les recherches qu'on a pu mener au CIRAD, on voit bien qu'il y a un type de solution qui s'impose, un niveau de solution qui s'impose, c'est l'approche territoriale. En effet, cette approche territoriale, elle permet de proposer des solutions en concertation avec les populations locales, avec les décideurs aussi bien sûr, et elle permet de proposer des réponses qui sont multisectorielles. C'est-à-dire qu'on n'est pas uniquement sur une approche en silo où on ne penserait que l'adaptation des systèmes agroalimentaires, mais on les pense à l'échelle territoriale, en lien avec les enjeux liés au transport, à l'emploi, à la gestion des ressources naturelles. Donc ça permet, cette approche territoriale, de contextualiser les réponses qu'on peut proposer. Et puis c'est également à l'échelle des territoires,
qu'on peut le plus penser les enjeux de justice climatique. C'est à l'échelle des territoires qu'on peut essayer de réduire les inégalités, protéger les plus vulnérables en tenant compte des spécificités des territoires, favoriser l'accès équitable aux ressources, et essayer d'inclure les communautés. Alors, pour illustrer ce que je viens de vous dire sur cette pertinence de l'approche territoriale, je vous emmène au Brésil, à Paragominas. Vous avez cette belle photo, vous voyez bien justement cette forêt et puis une partie qui a été sans doute déforestée et mise en culture, pour vous montrer bien que des solutions territorialisées peuvent être développées. Comme vous le disiez, Vincent, donc on connaît l'Amazonie brésilienne surtout pour les enjeux liés à la déforestation. Et en 2020, par rapport à 2019, il y a eu une augmentation de 10% de la déforestation. C'était particulièrement important. Et dans l'état du Pará, où se trouve la ville de Paragominas, cette déforestation a même atteint 25%. Vous voyez, c'était vraiment, comme le disait Vincent, un territoire noir en termes de déforestation. Et pourtant, il y a une exception à ça, c'est la commune de Paragominas, qui a atteint les chiffres de déforestation les plus bas de son histoire en 2020. Alors pourquoi ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Eh bien parce que a été mis en place dans cette commune de Paragominas des réponses territorialisées particulièrement pertinentes qui s'appuyaient sur un système qu'on appelle un système de paiement pour services environnementaux. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un paiement pour service environnemental ? C'est lorsqu'il y a une contractualisation entre un fournisseur de services environnementaux et un bénéficiaire de services environnementaux. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Eh bien, en fait, ce qu'il s'est passé, c'est qu'on a payé les agriculteurs pour qu'ils adoptent des pratiques qui étaient anti-érosives, qui permettaient en fait de limiter l'érosion des sols, et également on les a payés, incités avec des subventions à reforester les zones qui pouvaient l'être. Et ce système de paiement pour services environnementaux, on appelle ça comme ça, eh bien, il a été financé à travers une taxe qui a été mise sur les ménages qui avaient accès à l'eau potable. Et donc, on a ces ménages qui avaient accès à l'eau potable, qui étaient les bénéficiaires du service écosystémique, parce que ils bénéficiaient en fait d'un service d'épuration, de filtration de l'eau, et également de lutte contre la déforestation, d'amélioration de la qualité des sols, de la biodiversité. Ils en profitaient directement à travers ce service. Et les agriculteurs, eh bien, eux, étaient rémunérés pour ces pratiques anti-érosives et favorables à la reforestation. Et on a également, dans le même temps, favoriser l'intensification de l'agriculture sur les parcelles qui étaient les plus à même d'être productives. Bon, voilà pour un exemple de réponse politique territorialisée. Comme je vous l'ai dit, il y a aussi d'autres niveaux, bien sûr, qu'il faut prendre en considération. Il y a l'échelle nationale, bien sûr. Alors au CIRAD, on a comparé les politiques agricoles et alimentaires qui sont développées dans les Nord et dans les Sud pour essayer de voir comment elles ont intégré les objectifs climatiques. Vous savez que depuis 2015, les pays doivent déposer des contributions nationalement déterminées. Bon, c'est un mot un peu barbare pour dire en fait qu'elles doivent déposer régulièrement des contributions où elles disent comment elles vont essayer de réduire leurs objectifs, leurs émissions de gaz à effet de serre et comment elles vont essayer de le faire. Donc nous, on a comparé ces différentes contributions. Ce qu'on peut dire, c'est que dans ces contributions, la dimension climatique est bien intégrée, mais c'est une institutionnalisation, ce qu'on appelle de papier. C'est-à-dire que ça reste encore particulièrement insuffisant concrètement. Et nous, ce qu'on appelle, c'est vraiment à développer des politiques publiques qui promeuvent notamment des pratiques agroécologiques qui sont les plus pertinentes à la fois pour les enjeux d'adaptation et d'atténuation au changement climatique. Et on pourrait tout à fait s'inspirer, par exemple, de ce qui est fait au Sénégal pour renforcer nos politiques publiques à l'échelle nationale. Par exemple, au Sénégal, eh bien, l'État sénégalais, malgré ses faibles revenus, eh bien, subventionne les engrais organiques à hauteur de 50%, ce qui fait que les engrais organiques, eh bien, sont au même prix que les engrais chimiques. Donc, on pourrait tout à fait s'inspirer de cet instrument de politique publique, de ce dispositif politique. Également, ce qu'on préconise, c'est un soutien massif aux agricultures familiales.
Vous savez que dans le monde, près de 90% des exploitations sont des agricultures familiales et ces agricultures familiales, elles produisent près de 75% de l'alimentation mondiale. Et ce qu'on préconise, c'est que via l'agroécologie, eh bien, ces agricultures familiales sont vraiment un levier à la fois en termes d'atténuation au changement climatique, puisqu'avec des pratiques telles que la rotation des cultures, planter certains types de cultures et moins d'autres, l'agroforesterie, eh bien, elles participent à l'atténuation au changement climatique, et en même temps, de par leur flexibilité, elles sont particulièrement importantes pour s'adapter au changement climatique. Donc c'est sur elles qu'il faut essayer de s'appuyer pour s'adapter et participer dans le même temps à l'atténuation au changement climatique. Enfin, un petit point sur le financement. Vous savez, à chaque COP, on nous parle d'augmenter les financements pour faire face au changement climatique. Bien sûr, augmenter les financements, mais selon nous, c'est nécessaire mais pas suffisant, parce qu'en fait, ce dont on s'aperçoit, c'est qu'on va chercher des petits financements additionnels dans un contexte budgétaire compliqué à l'échelle internationale, on le sait bien. On va chercher des financements supplémentaires, mais des petits financements additionnels. Mais en fait, il y a déjà un financement extrêmement important qui est disponible via la politique agricole commune, via l'aide publique au développement. Et donc nous, ce qu'on suggère, c'est d'essayer, plutôt que d'aller chercher des financements additionnels qui sont compliqués à trouver dans un contexte budgétaire compliqué, eh bien de réallouer les financements existants qui sont massifs, qui sont extrêmement importants, de les réallouer vers des politiques publiques, vers du soutien public qui soit climatisé, qui soit compatible avec les enjeux du changement climatique, à la fois en termes d'atténuation et d'adaptation. Et un petit chiffre pour vous illustrer ça. Aujourd'hui, on a uniquement 4% de la finance climatique qui est dédiée à l'agriculture. C'est extrêmement faible, surtout quand on met ça en regard avec ces fameux 37% dont je vous parlais tout à l'heure. 37% des gaz à effet de serre à l'échelle internationale eh bien, sont produits par les systèmes agri-alimentaires, et pourtant, uniquement 4% de la finance climatique est dédiée à l'agriculture, et parmi ça, uniquement 0,6% est dédié et fléché sur l'agriculture familiale. Alors même qu'on sait que via l'agroécologie, c'est sans doute le levier le plus important pour faire face aux enjeux d'adaptation et d'atténuation. Voilà, on arrive à la fin de notre présentation. Je vais repasser la parole à Vincent pour la conclusion, puis je la reprendrai pour mettre en perspective nos travaux avec les enjeux de la COP. Oui, voilà, donc quelques messages synthétiques. C'est vrai que c'est pas facile de résumer un livre. Donc, comme je vous l'ai dit, il y a beaucoup d'auteurs, il fait plus de 400 pages. Donc, on vous engage, pour ceux que ça intéresse, à peut-être à le consulter. On ne touche pas de droit d'auteur, d'ailleurs, je le précise. Donc, quelques messages clés. On a vu que les systèmes agricoles sont particuliers puisqu'ils sont victimes, contributeurs et solutions. Donc, ça, c'est quelque chose quand même d'assez marquant pour ces systèmes. Ce sont des secteurs essentiels. On peut difficilement s'arrêter de manger. Donc on oublie un peu ça, donc de considérer, on peut s'arrêter de faire pas mal d'activités qui sont nutrices, mais manger, c'est quand même assez difficile. On peut manger différemment et produire différemment. Ils fournissent également, en dehors de l'alimentation, ils fournissent de nombreux services, des enjeux systémiques sur la biodiversité et la santé. Voilà, donc on a vu qu'il fallait une transition obligatoire, parce que si on peut difficilement accepter des systèmes qui contribuent à 65% des émissions, sinon on va s'acheminer vers des transformations un peu drastiques, et puis peut-être des modes de production alimentaire qui conviendront peut-être pas à tout le monde et qui mettront plein de gens de côté, notamment les petits agriculteurs. Alors, les solutions, on a vu qu'il y a pas mal de solutions, mais qui sont techniques, mais qui sont surtout politiques, qui doivent être soutenues par des politiques publiques. Il faut penser atténuation et adaptation en même temps. C'est quelque chose d'important, parce qu'on peut s'adapter. On peut mettre la climatisation pour réduire la température, mais on va contribuer à l'atténuation. On peut irriguer pour limiter la sécheresse, mais on va avoir des effets négatifs. Donc,
les mesures d'adaptation, elles doivent être raisonnées également en fonction de leurs autres impacts. Et puis enfin, la justice climatique, ça c'est quelque chose d'important. On peut pas raisonner le climat, la gouvernance du climat sans justice entre les pays. Donc Nord-Sud, évidemment, on l'a vu, la responsabilité historique des pays du Nord doit être prise en compte dans les mesures financières, comme l'a dit Marie. Et puis à l'intérieur des pays, donc là sur les politiques nationales, la responsabilité des groupes sociaux, elle est également différenciée. Il y a différents modes de production et ça doit être tenu compte dans les politiques nationales. Marie. Oui. Merci Vincent. Juste pour finir, et faire le lien en fait, notamment avec la dernière COP et montrer que cet ouvrage, eh bien, il résonne avec les enjeux de la COP 30 de Belém et sans doute les suivantes. Bon, ce qu'on a vu en fait à la COP 30, c'est un retour de la société civile, c'est un retour des populations autochtones et des représentants des savoirs locaux dans le jeu politique global. Souvenez-vous, l'année dernière, la COP, c'était à Bakou, avant c'était aux Émirats Arabes Unis, et encore avant c'était à Sharm el-Sheikh en Égypte. Et donc il y avait une société civile qui avait été quelque peu mise sous couvert, qui avait été particulièrement étouffée. Donc là, ce dont on a entendu parler à la COP, entre autres, eh bien c'est un retour de cette société civile et une demande de justice climatique qui tiendrait compte en fait des impacts sociaux du changement climatique. Donc ça, dans ce sens-là, notre ouvrage, eh bien, il va dans ce sens-là où il appelle à davantage d'inclusion des populations locales, des savoirs autochtones, des représentants des populations autochtones et des savoirs locaux. Ce qu'on a vu également à Belém, c'est une demande d'accélération de la mise en œuvre. Et donc, notre ouvrage, il participe, il essaye d'alimenter cela parce que, vous savez, pendant la COP 21 à Paris, eh bien, les États ont été invités à déposer des contributions nationalement déterminées pour essayer de dire à quel niveau ils allaient diminuer leurs émissions et comment ils allaient s'y prendre. Mais comme je vous le disais tout à l'heure, ça manque encore de concrétisation. Et donc, au moment de la COP de Belém, il y a vraiment eu une demande de mise en œuvre en faveur de politiques qui soient transformationnelles. C'est-à-dire que pour l'instant, ce qu'on voit, c'est surtout des politiques agricoles et alimentaires qui intègrent certes les objectifs climatiques, mais de façon incrémentale, à la marge. Au contraire, pour accélérer la mise en œuvre et atteindre les objectifs qu'on s'est fixés, il faut développer des politiques transformationnelles, c'est-à-dire qui prennent en compte de façon systémique, de façon holistique, eh bien, les différentes interdépendances entre les différents acteurs et activités des systèmes agricoles et alimentaires. Ce qu'on peut dire aussi, à l'échelle internationale, pour l'instant, la place des questions agricoles, elle est arrivée tardivement. Ça fait quelques années maintenant, c'est 2022 officiellement, mais il n'y a pas de consensus international sur les orientations à donner aux politiques agricoles et alimentaires. Il y a en quelque sorte un clivage entre d'un côté les promoteurs d'une agriculture climato-intelligente, ça signifie en fait des promoteurs de solutions techniques, technologiques pour essayer de résoudre les enjeux liés au système agri-alimentaire. Par exemple, mettre des additifs alimentaires dans la nourriture des ruminants pour qu'ils émettent moins de méthane. Donc ça, c'est une solution technique, technologique. Et d'autres promeuvent au contraire des solutions plutôt agroécologiques où justement on essaye de penser de façon systémique la globalité des systèmes agri-alimentaires. Donc à l'échelle internationale, il y a un clivage fort entre ces deux courants, ces deux orientations qui n'est pas tranché. Et certains dont on fait partie estiment que il faut essayer de dépasser cette opposition pour essayer de trouver des combinaisons possibles. Il ne faut pas forcément les opposer de façon aussi tranchée. Si tant est que les solutions techniques ou technologiques puissent être accessibles à tous, ce qui est pour l'instant pas le cas. Ce qu'on peut dire également, je vais revenir un petit peu sur cette idée de financement qui est liée à ce que je viens de vous dire, c'est que dans la mesure où on n'arrive pas à se mettre d'accord à l'échelle internationale sur les orientations à donner concernant les systèmes agri-alimentaires, eh bien en fait ça laisse la place aux initiatives bilatérales. Et c'est plutôt ce qui est en train de se passer. Je m'explique, par exemple,
Il y a une initiative qui s'appelle IM4C, qui est portée par la Fondation Gates, les États-Unis et les Émirats arabes unis, et qui finance des solutions techniques, technologiques en Afrique sahélienne notamment, à travers des additifs proposés aux ruminants pour qu'ils émettent moins de méthane. Et donc, vous voyez qu'on n'est pas du tout dans une dimension multilatérale, mais on est dans des initiatives bilatérales avec les financeurs qui peuvent imposer, de par leur capacité de financement, des solutions techniques ou technologiques. Et ça, du coup, c'est gênant, et ça dans la mesure où il n'y a pas de consensus international sur les solutions à apporter, ça favorise ces initiatives bilatérales. Enfin, les forêts, on n'a pas pu tout aborder, mais ce qu'on peut dire sur les forêts, vous en avez peut-être entendu parler pendant la COP de Belém, il n'y a pas eu de feuille de route sur les forêts, c'est en quelque sorte un échec, il faut le dire, cette COP de Belém sur les forêts. Mais il faut quand même avoir à l'esprit que cette COP de Belém, elle a été organisée à Belém, en Amazonie, par la présidence brésilienne. L'objectif, c'était de montrer que les forêts ne sont pas seulement des réserves de carbone, de biodiversité, elles sont aussi habitées par des peuples autochtones, par des agriculteurs, par des urbains aussi, c'est des urbains aussi à Belém, et que donc il faut saisir cette complexité. Alors, ça n'a pas abouti, parce que comme je vous le disais, il n'y a pas eu de feuille de route, mais il y a eu une initiative en dehors du multilatéralisme, porté par la présidence brésilienne notamment, pas seulement, en faveur d'un fonds qui s'appelle le fonds TFFF, alors c'est Forêt pour toujours, ça veut dire ça, et afin de préserver les forêts. Mais vous voyez qu'on est en dehors du multilatéralisme, on n'a pas réussi à trouver une solution consensuelle à l'échelle globale. Et puis enfin, un dernier petit mot de cette COP 30, qui permet de boucler notre présentation. La COP 30, elle a aussi permis de faire aboutir une initiative qui s'appelle Intégrité de l'information de la lutte contre la désinformation climatique. Et en fait, cette initiative, elle vise à lutter contre le climato-scepticisme et les fake news. Et donc, c'est une initiative qui pour nous est particulièrement importante, encourageante, parce que on a bien compris, dans un monde où la science est de plus en plus contestée, reléguée à une opinion comme les autres, c'est important qu'à l'échelle globale, il y ait cette initiative qui a été prise et qui nous conforte. Voilà, j'espère que cette conférence vous a plu. En tout cas, on vous remercie beaucoup de votre attention. Oui, merci pour votre conférence. Donc, en tant qu'ancien du CIRA, je me retrouve bien dans votre discours. J'avais quand même une question, c'est qu'on voit pas du tout apparaître, alors que vous avez bien insisté sur la dimension système agroalimentaire, on ne voit pas du tout apparaître l'alimentation en tant que aussi levier de réduction des émissions de gaz à effet de serre, et je pense particulièrement à l'Amérique du Sud, qui est comme quand les gens sont des grands consommateurs de viande. Il est clair, quand par exemple en Europe et en France en particulier, toutes les modélisations montrent qu'il suffirait qu'on réduise notablement notre consommation de viande pour résoudre pas mal de questions en termes d'émissions de gaz à effet de serre et d'impact de l'agriculture en général. Et certes, au Sahel, on voit pas très bien comment on pourrait empêcher les gens de faire de l'élevage dans des zones où on ne vit que d'élevage. Mais en Amérique latine, je suis un peu étonné qu'on joue pas sur sur levier. Ça paraît pas dans vos 10 actions. Et on sait aussi par ailleurs qu'en Asie, la consommation de viande explose. Alors c'est vrai, certes, c'est de la volaille et du porc, et donc qui émettent pas de méthane, mais qui ont aussi un impact, parce qu'il faut en amont de ces productions produire du soja. C'est donc des hectares et des hectares de soja qui se trouvent aussi en Amérique latine en particulier. Donc je ne sais pas si c'est peut-être dans le livre, ou si c'est peut-être j'ai une mauvaise vision de la chose, quoi. Oui, le micro marche ? Oui. Alors bon, comme je le disais, on n'a pas pu parler de tout en une heure. Forcément, il y a un chapitre consacré en partie consacré au régime alimentaire, et effectivement. Mais concernant effectivement l'élevage, donc il y a
des tendances qui font que plus les pays, les populations s'enrichissent, plus elles vont avoir accès, elles ont un désir de consommation de viande, de protéines issues de viande. Bon, face à ça, on a une tendance dans les pays qui consomment déjà beaucoup de viande, donc peut-être on peut situer les chiffres. Hein. On a des pays, donc effectivement l'Amérique du Sud, les États-Unis, qui consomment plus de 100 kilos de viande par an par habitant, comparé aux pays sahéliens, par exemple, qui n'en consomment que 10 kilos. Donc on voit que la problématique, elle est très différenciée entre le nord et le sud notamment. Et effectivement, un des leviers d'action, c'est sans doute de réduire dans certaines parties du monde, là où on consomme trop de viande, de réduire cette consommation. Ça c'est clair. Après, c'est parfois un peu compliqué d'aller contre le désir par exemple l'Asie s'est mis au lait, les Asiatiques buvaient très peu de lait et depuis quelques décennies boivent de plus en plus de lait, donc il faut des vaches pour produire et qui émettent du méthane. Donc ça c'est quelque chose de le CIRAD propose justement on a vu qu'en élevage on avait des solutions, donc réduire sa consommation c'est une chose, après c'est un corollaire qui est de réduire les émissions liées aux productions animales. Donc voilà, donc ça ça me semble devoir être lié. Et les politiques publiques en matière de régime alimentaire, est-ce qu'on a des mesures qui puissent être adoptées à ce niveau-là? Je ne sais pas. Non, mais c'est vrai que c'est une question, hein, on la traite hein, dans le livre en effet, hein, la transformation des régimes alimentaires. Il y a quelque chose qui est marquant quand même, c'est que vous savez, dans les années 2000, en 2006, en fait, il y a un rapport qui paraît et qui estime que l'agriculture, et notamment l'élevage, plus particulièrement, est responsable à hauteur de 14% des émissions de gaz à effet de serre. Donc c'est particulièrement important, ça choque. Hein, c'est un rapport qui s'appelle à l'ombre de l'élevage, pour aller un peu vite. Hein. Et donc, ça a vraiment stigmatisé le secteur de l'élevage à l'échelle internationale à ce moment-là. Il y a même le président du GIEC en 2007, c'était un Indien, il s'appelait Rajan Pachaduri, qui a appelé à un régime global végétarien. Et c'est un peu compliqué d'appeler à ce type de régime végétarien à l'échelle globale, justement, quand on est la situation en Afrique où dans certaines zones le régime alimentaire est basé sur viande et parce qu'il n'y a pas grand-chose d'autre en fait. Hein. Donc bien sûr réduire la consommation de viande dans les Nords où il y a une surconsommation évidente. Il y a des politiques publiques d'ailleurs qui soutiennent ça. Hein, on le voit à travers les cantines, notamment la cantine de Montpellier, hein, la cantine scolaire de Montpellier. Qui promeut justement des repas scolaires où il y a une partie où la consommation de viande est vraiment limitée. Mais attention en fait à ces solutions toutes faites parce que il faut tenir compte des situations nationales et voire territoriales. Voilà. Bonjour, je suis aussi un ancien chercheur de l'INRA. Moi j'ai une question un peu sur dimension un peu plus historique. L'agriculture ne produit pas que des aliments. Historiquement, elle a produit des textiles, du cuir, des textiles animaux, des textiles végétaux, et la forêt produit du bois, d'œuvres, de chauffage, de construction. Donc, toutes choses qui sont maintenant remplacées par du plastique issu de la pétrochimie. Donc, est-ce qu'il n'y aurait pas aussi à réfléchir sur diminuant l'usage des plastiques qui vont polluer nos océans à la fin et revenir à des produits issus de l'agriculture, des produits non alimentaires issus de l'agriculture qui, eux, sont recyclables indéfiniment puisque s'ils retournent à la terre, ils vont être captés par le sol. Oui, bien sûr. Hein, je crois que ça a démarré dans la question du plastique. Effectivement, on a pas mal
de produits maintenant dérivés de la cellulose. Bon, aujourd'hui, nous, on n'utilise plus que des sacs papier. Bon, cette révolution-là, elle a été longue à mettre en place chez nous. Bon, par exemple, en Afrique, on voit encore, on traverse des villages, on a des tas de plastique un peu partout. Et donc, disons que après, on a une affaire effectivement, l'agriculture ne produit autre chose que des aliments, mais il y a dans certains pays, la priorité, c'est la sécurité alimentaire. Et on peut comprendre que ce genre de questions viennent en second lieu. Voilà. Mais il est évident que les solutions existent. Après, il faut faire attention aussi au fait que il peut y avoir des concurrences. J'en ai parlé un petit peu tout à l'heure sur le fait que on peut substituer à l'alimentation des produits. Si ça reste des sous-produits, oui. Par contre, on a vu, par exemple, avec la canne à sucre, par exemple, il y a eu un grand boom de l'éthanol, où à ce moment-là, on consacre des surfaces, on enlève des surfaces consacrées à l'alimentation pour les consacrer. Voilà. Donc maintenant, c'est un peu moins le cas. On a des biocarburants de seconde génération qui sont issus de sous-produits. Donc on progresse. Voilà. Donc je dirais que les choses avancent. Voilà. Je sais. Oui, un troisième du collectif CIRAD INRA qui a été très heureux de vous entendre. Est-ce qu'il y a des personnes qui ne sont pas du CIRAD dans la salle? Et félicitations d'avoir réussi à faire cette présentation d'une manière synthétique alors qu'elle a tellement de dimensions. Vraiment, c'est impressionnant. Et ça donne de l'appétit par rapport à votre ouvrage. Alors moi, j'ai trois petites questions ou commentaires. Vous avez insisté sur les problèmes de la métrique globalisée et qui permettait pas de... bon, vous avez caricaturé peut-être un petit peu en disant qu'on mettait sur le même plan un zébu du Sahel et un bœuf à l'embouche aux États-Unis. Est-ce qu'on leur impute les mêmes impacts? Je sais pas. Et ça donne envie de lire votre livre à ce sujet. Ça, c'est le premier point. Vincent, il y a déjà 15 ans, évoquait la capacité des prairies sud-américaines à fixer le carbone. Je me demandais si il avait approfondi depuis. Je me demandais même si c'était pas en contradiction avec des points de vue politiques. Bon, la déforestation contre la prairie. Apparemment, l'impact des prairies est bien pris en compte dans vos évaluations. Et puis alors un troisième point dont je n'ai pas entendu parler aujourd'hui. Vous avez évoqué l'agri au lieu de l'agro, si on est d'accord. Vous n'avez pas évoqué les taux de perte et de gaspillage des productions alimentaires à l'échelle de la planète. Si je me rappelle bien, il y a une dizaine d'années, on les évaluait autour de 20 à 30%. Est-ce que ça évolue? Est-ce que... Voilà, ça je sais pas. Oui. Donc sur les pertes en fait en termes d'émissions de gaz à effet de serre, on les évalue en fait à 4 à 6%. 4 à 6% des émissions de gaz à effet de serre sont imputables aux pertes alimentaires. Donc en effet c'est énorme, et principalement dans les pays du Nord. Donc c'est pour ça qu'il y a énormément de politiques publiques qui essayent de réduire ces gaspillages et ces pertes alimentaires. On en a aussi au Sud, mais pas tout à fait pour les mêmes raisons. Et puis sur votre deux questions, alors concernant les ébus, là forcément j'ai simplifié, mais du coup j'ai un doute sur la façon dont j'ai pu me faire comprendre. En fait, ce que j'ai voulu dire, c'est que à l'échelle internationale aujourd'hui, on calcule de la même façon les émissions de méthane d'un ruminant dans une ferme industrielle aux Pays-Bas qu'un ruminant qui évolue dans un système agro-silo-pastoral au Sahel. C'est ça que j'ai voulu vous dire. Donc bien sûr, les impacts sont pas du tout les mêmes. C'est bien justement au contraire sur ça que j'ai voulu, ce que j'ai voulu dire, dans la mesure où dans une ferme industrielle, le ruminant, il est nourri avec des tourteaux importés du Brésil, et puis il sort pas de sa ferme industrielle, donc il y a des excréments qui ont participé à éventuellement la pollution de l'eau, des terres, etc. Et puis ensuite il est découpé et la viande elle est exportée. Donc il y a un impact aussi en termes concernant les étapes de post-production. A contrario, dans un système agro-silvopastoral, le ruminant, il fait partie d'un territoire, et donc il faut territorialiser les émissions dans la mesure il participe à la fertilisation, il mange les petites plantes qui sont locales, et donc en termes d'émissions de gaz à effet de serre,
On n'est pas du tout sur les mêmes choses, mais par contre, au niveau international, c'est calculé de la même façon. On calcule un ruminant, c'est tant de méthane. Voilà, c'est ça que j'ai voulu préciser. C'est-à-dire qu'il y a ces questions de métrique, donc d'évaluation. Il y a un conflit entre le fait qu'on a besoin, puisqu'on est dans on a parlé de multilatéralisme, là, de négociation. Donc, on a besoin d'avoir des systèmes de mesure qui puissent comparer différents systèmes. Donc, ça se comprend. Après ça vient un peu en contradiction, en fait, avec ce que vient de dire Marie, c'est que les systèmes sont très différents les uns des autres et peuvent être sous-évalués ou surévalués en fonction d'une métrique un peu trop générique. Donc après, il y a des solutions. Hein. Il y a quand même des niveaux d'évaluation qui sont ce qu'on appelle tier 1, tier 2, tier 3, où on arrive à des échelles d'évaluation de plus en plus fines. Donc le GIEC, qui est finalement l'organe scientifique un peu sur lequel vont se baser les COP, établit des méthodologies à partir, comme je l'ai dit, de résultats scientifiques. Et c'est quelque chose d'assez complexe, parce que pour arriver à ce que d'une part on tienne compte de la diversité des systèmes et que tout le monde s'entende sur un système de mesure, bon bah voilà, ça fait partie des grandes négociations. Mais au CIRAD, on y contribue effectivement parce que actuellement il faut dire les choses comme elles sont. Ce sont plutôt les systèmes du Nord qui ont imposé des systèmes de mesure. Voilà. Et donc le fait que un organisme comme le CIRAD, avec des gens qui travaillent sur le terrain, s'aperçoivent que bah non, c'est pas comme ça, et peut-être qu'on devrait faire autrement. Donc nous on soumet ces méthodologies au GIEC, et parfois c'est pris en compte. Voilà, c'est les choses aussi avancent. Mais pour terminer, on peut dire, c'est-à-dire qu'on peut vraiment dire tout et son contraire à partir de les chiffres. Hein. Bon, c'est une grande banalité de dire ça, mais si je reprends quelque chose que je connais sur le carbone, par exemple. Hein, je vous ai parlé un petit peu du carbone. J'espère que ça c'est passé. Le carbone est capable de, si on prend en compte le carbone, d'atténuer une grande partie des émissions. Dans les calculs, hein, c'est une affaire de calcul. Actuellement, la plupart du temps, on prend le carbone dans 0,30 cm parce que c'était l'horizon des agronomes. On a pris ça au départ. En fait, nous, on a travaillé sur 1 mètre de profondeur et on constate qu'à 1 mètre de profondeur, il y a plus de carbone. Et maintenant, il y a des gens qui vont jusqu'à 2 mètres de profondeur. C'est-à-dire que selon qu'on est à 30 cm ou à 2 mètres ou à 1 mètre, on va avoir des systèmes qui sont considérés comme très émetteurs ou bien neutres en carbone, ou voire stockeurs de carbone. Bon voilà, donc tout ça est une question extrêmement intéressante sur lequel dans lequel on participe, et en particulier pour les pays du Sud, où par exemple l'élevage, si je rejoins ta question, souvent on hésite à mettre l'élevage en avant parce que on a toujours considéré l'élevage comme c'est la bête noire, hein, pour certains pays, des pays qui ont plusieurs centaines de millions d'animaux, par rapport au NDC, les contributions, on hésite à mettre de dire qu'on va faire des efforts sur son élevage parce que c'est très difficile à défendre. Et si on considère d'autres échelles d'évaluation, ça devient autre chose. Si on considère par exemple le territoire plutôt que le méthane émis par kilo de lait produit, eh bien on a des choses très 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 différentes. Voilà, donc c'est un peu en ça que les discussions auxquelles on contribue continuent d'avancer. Il y a une question tout en haut. Oui, bonsoir. Merci pour cette présentation. Alors, je fais pas partie du CIRAD. Il y a quand même une question. Je voulais juste revenir sur l'anecdote liée au projet que vous avez pu mettre en place au Brésil, avec cette transition enclenchée avec les autorités locales. Vous parliez un moment pour rendre les choses dynamiques, la mise en place de subventions et d'un paiement pour services environnemental. Je me demandais si, alors pas sur ce projet au Brésil, mais plus globalement sur tous les projets, est-ce que finalement ces bonnes pratiques arrivent à survivre finalement à ces subventions, ou si une fois que ces subventions se tarissent, est-ce que finalement il y a une perte de cette bonne pratique et que ça se délite. Voilà. Oui, merci beaucoup. C'est une bonne question. En fait, le principe d'un paiement pour service environnemental, c'est justement d'assurer sa pérennité via une contractualisation entre un fournisseur de services écosystémiques et un pourvoyeur
un fournisseur de services écosystémiques et un bénéficiaire de services écosystémiques. L'idée, c'est que s'il n'y a pas de bénéficiaire et il n'y a pas de pourvoyeur, ça va pas tenir dans le temps. Et donc, il n'y a pas une subvention qui fait vivre le paiement pour services environnementaux. Ici, c'est une taxe qui est prélevée sur les populations qui sont raccordées au système d'eau. Donc, de fait, la pérennité, elle est quasiment assurée. Et en fait, ces systèmes de services environnementaux, ils s'inspirent d'un premier mécanisme qui a été développé au Costa Rica dans les années 2000, en 2014, 2015, 2016, notamment où on a commencé à payer des forestiers pour qu'ils ne déforestent pas via une taxe qui a été mise sur les produits pétroliers. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'un habitant du Costa Rica allait à la pompe, il y avait une petite part de la facture qui était dédiée à ce système de paiement pour services environnementaux, où donc on payait les forestiers pour qu'ils ne déforestent pas, parce que ils fournissaient un service écosystémique d'épuration de l'eau, un service climatique, de régulation du climat, etc. Donc justement, le principe de ces paiements pour services environnementaux, c'est d'éviter une dépendance à des financements qui ne seraient pas pérennes, qui seraient aléatoires, via des taxations. Alors, il y a des paiements pour services environnementaux qui reposent aussi sur des formes dérivées d'aide publique au développement, mais à l'origine, et on voit bien que ceux qui perdurent dans le temps, ce sont des paiements pour services environnementaux qui sont justement basés sur ce type de taxation. Ouais. Oui, donc moi, ma question, oui, si c'est bon, ça marche. Je ne suis pas du CIRAD non plus, mais j'étais fortement intéressée pour savoir si le CIRAD avait prévu le développement de la culture d'algues, qui est une excellente alternative à la viande, vu la protéine qui est contenue, les protéines qui se contiennent, et qui est aussi, paraît-il, un excellent capteur de CO2. Et dans tous les pays, il y a un littoral, comme nous par exemple, on ne voit pas tellement de culture d'algues. Donc, qu'en est-il ? À ma connaissance, non, je crois pas que pour l'instant on s'intéresse à ça. Il y a d'autres organismes, je pense, qui le font. Effectivement, après, tout est les algues également sont maintenant retenues en tant que ce qu'on appelle les biocarburants de 3e génération. Voilà, on arrive à faire. Donc voilà, la science évolue avec de l'innovation. Voilà, donc, mais bon, ça c'est pas traité par le CIRAD. Voilà, on peut pas trop vous en dire plus. Oui, bonsoir. Alors je suis pas du CIRAD aussi. Merci pour cet exposé très scientifique, c'était agréable. Bon, en fait, dans le titre du livre, il y a système alimentaire. Pour moi, système alimentaire, c'est très vaste, c'est très global. Effectivement, on est confronté à des problèmes, donc on essaye de trouver des solutions. On trouvera toujours des solutions. L'homme a toujours trouvé des solutions pour s'adapter. Effectivement, il y a monsieur qui parlait tout à l'heure aussi de changer ses régimes alimentaires. Donc là, on parle du consommateur. Je suis d'accord que c'est le consommateur et aussi le consommateur du Nord qui fixe aussi les règles aujourd'hui, qui va faire en sorte que, c'est la demande en fait du consommateur. Comment dire, le système alimentaire s'adapte face à la demande du consommateur, mais on peut parler d'adaptation du régime alimentaire, mais on pourrait aussi parler de résilience alimentaire. C'est-à-dire notre mode de consommation, donc de la fourche à la fourchette, mais c'est-à-dire quel choix on fait de comment on consomme. Et on consommait pas avant comme on consomme aujourd'hui, c'est-à-dire qu'avant on stockait énormément, on achetait des produits bruts, des produits locaux. Aujourd'hui, le commerce fait qu'il y a énormément de produits transformés. Sur un même produit peut avoir pour provenir des aliments qui viennent d'Amérique du Sud, de Chine, qui va être emballé et qui va être transporté ici pour être assemblé ici, qui va être re-emballé ici, puis qui va transiter plusieurs sites logistiques jusqu'à notre assiette, ensuite les déchets, etc. Le mode de consommation du Nord aujourd'hui a extrêmement changé.
C'est-à-dire le matin, on sait pas ce qu'on va manger le soir. On va faire des courses. Voilà, c'est très individualisé. Quels sont les leviers finalement aujourd'hui qu'on peut mettre à disposition pour faire évoluer nos modes de consommation, nos choix de consommation dans le cadre de cette résilience alimentaire qui aussi pour moi peut être un levier pour faire face aux nouveaux défis que suppose le changement climatique. Bon, je ne sais pas si je vais complètement répondre à la question. Je dirais qu'il faut faire aussi attention à je dirais la métrique, encore toujours, ce qu'on appelle l'évaluation, parce que si je recoupe aussi la question sur la consommation de viande, par exemple. On a l'impression que en réduisant je suis pas un défenseur acharné, je fais partie d'une unité qui travaille sur l'élevage, mais je suis pas un défenseur acharné de la consommation de viande. J'ai moi-même réduit ma consommation de viande pour des questions de santé aussi, ça peut être. Mais il faut faire attention parce que on a l'impression qu'on dit que si on réduisait la consommation de viande, on peut faire des calculs à partir de ce qu'on disait tout à l'heure. Si tous les élevages étaient sur le mode des feedlots, là, les grandes unités industrielles qui émettent beaucoup, là d'accord, on va réduire. Mais en fait, on s'aperçoit dans le monde que la plupart des 90% des élevages dans le monde sont des élevages à l'herbe. D'accord, donc c'est pas parce qu'on va réduire la consommation de viande que on va résoudre le problème des gaz à effet de serre de l'élevage. Ça c'est une fausse solution. Il faut le faire, je suis d'accord, mais c'est pas une solution unique. D'accord, et donc ça on peut aussi voir aussi les modes de consommation, comment remplacer les protéines. Pendant un moment il y a eu la mode du quinoa. Bon le quinoa, il y a des dommages environnementaux dans les plateaux de haute altitude parce qu'il est très gourmand en irrigation. Donc il y a des lacs qui ont été asséchés par la culture du quinoa. Donc voilà, donc tout est une question, c'est assez complexe finalement, hein, donc de changer son régime alimentaire parce que alors il y a des organismes qui je pense pas que le consommateur soit en mesure d'évaluer que ce qu'il mange est très bon pour la planète, ça me paraît très 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 difficile. Et il y a des organismes qui le font avec des propositions d'étiquetage de produits, de labels, etc. Mais ça on voit bien qu'il y a des luttes, l'agro-industrie lutte contre ce genre d'informations parce que ça va à l'encontre des intérêts financiers. Donc c'est pas facile aujourd'hui d'avoir un régime qui soit bon pour la planète. Moi je trouve que c'est quand même assez compliqué. On a des grandes solutions, voilà, mais parfois je pense qu'on peut se tromper assez facilement. Voilà, je sais pas si j'ai répondu à la question. Nous allons prendre la dernière question. Monsieur. Bonjour, je ne fais pas partie du CIRAD. J'ai été frappé par un graphique qui montrait les très bonnes performances en particulier deux pays, la Chine et l'Inde, en matière de gaz à effet de serre par habitant lié à l'agri-nutrition, et la contre-performance absolument énorme des pays dits de la sphère occidentale, hein, tel que dirait Trump, l'Europe et l'Amérique du Nord en particulier. C'est vraiment frappant. D'un côté, de très hautes performances avec, pour ce qui concerne la Chine, une population correctement alimentée, puisque la taille du Chinois à 20 ans a augmenté de 12 cm en 25 ans. C'est absolument extraordinaire. Et tout en maintenant une performance agri-alimentaire en termes de gaz à effet de serre qui est correcte. Pour l'Inde, c'est encore meilleur. Alors là, je ne sais pas trop où ils en sont du point de vue de la nutrition de la population, par contre. Mais ce qui est remarquable aussi, c'est que la contre-performance est très liée au niveau des subventions publiques. Par exemple, un bovin en France est subventionné à plus de 1 000 € par an. Et c'est frappant de voir donc que plus on subventionne, moins la performance est bonne, même plus on atteint la contre-performance. Ça m'amène à parler maintenant de la PAC et des possibilités qu'on a en Europe. Pour ce qui concerne l'Amérique du Nord, pour l'instant, je crois qu'il n'y a pas trop d'espoir. Mais pour ce qui concerne l'Europe, cette PAC qui représente quand même la plus grosse partie du budget communautaire, et de très loin, eh bien cette PAC n'est pas orientée vers la performance en termes de gaz à effet de serre.
Elle est orientée vers le prix bas des produits alimentaires. C'est son objectif. Et là, j'en viens à l'aspect économique. Le signal prix ne pourrait-il pas être pris en compte, utilisé pour justement modifier la contre-performance en termes de gaz à effet de serre pour l'améliorer en Europe. Alors ça suppose évidemment qu'on ne signe pas l'accord avec le Mercosur, sinon tout est par terre. Mais on en vient à des aspects politiques, hein, c'est certain. Mais est-ce qu'il n'y a pas justement, grâce à cette énorme masse de la PAC, une réorientation et la possibilité d'aller vers la performance, justement, avec les mêmes sommes? C'est pas la peine d'en mobiliser plus, c'est déjà colossal. Donc est-ce qu'il n'y a pas la possibilité de modifier profondément cette PAC au niveau européen pour aller vers la performance et quitter ce domaine de la destruction de notre environnement? Oui, on s'aperçoit effectivement que depuis, il y a eu des velléités, je dirais, de verdir la PAC. On voit que depuis quelques années, on a une déconstruction radicale qui est liée à pas mal de facteurs, mais essentiellement politiques. En France, on l'a vu, on a un retour de bâton de la société paysanne française, des agriculteurs, qui est pas forcément. Et là encore, je trouve que les problèmes environnementaux sont complexes parce que je pense pas que ce soit lié au fait que l'agriculture française ou européenne est contre l'environnement, mais c'est simplement que c'est une question de moyens. Ce sont des gens qui sont en dessous de la moyenne des revenus en général, et avec une population qui diminue, etc. Donc on a c'est un peu comme je citais tout à l'heure la sécurité alimentaire. Hein, donc il semble que la priorité aujourd'hui en Europe ne soit plus l'environnement. Et c'est dommage parce que, et ça s'est même vu quand on voit dans les COP, hein, l'Europe était un peu le fer de lance au niveau environnemental, au niveau des COP, hein, entraînait le reste du monde. C'est en ça que les COP sont intéressantes, c'est que elles agrègent un ensemble de pays et ça fait un peu boule de neige et on y va. Il n'y a pas que les États-Unis, hein, qui décident de ce qui se passe au niveau de l'environnement. Et l'Europe est en train de faire marche arrière. Voilà, et ça, j'ai pas vraiment de réponse à ça, mais c'est assez dommageable. Il y a un détricotage manifeste. Ça c'est quelque chose qu'on peut analyser peut-être plus finement, mais pas ce soir. Marie, je pense. Oui, en fait, ce qu'on peut dire, c'est que depuis 2014, il y a des tentatives de climatiser la PAC, hein, et des travaux sur ça. En fait, ça s'est concrétisé à travers plusieurs choses. En fait, vous savez, dans les années 2000, il y avait ce qu'on appelait une mesure agro-environnementale qui existait et qui visait à inciter les agriculteurs à adopter des bonnes pratiques environnementales. En 2014, on a ajouté le C à ces mesures agro-environnementales. Elles sont devenues MAEC, mesures agro-environnementales et climatiques. Et donc, vous voyez, on a climatisé, on a saupoudré un peu pour essayer d'intégrer ces objectifs climatiques dans la PAC avec cette mesure. On a également plus récemment eu des labels bas carbone qui ont émergé afin de essayer de pousser les élevages français puis européens, on l'espère, vers des pratiques moins consommatrices, enfin moins émettrices, de gaz à effet de serre. Mais en fait, ça renvoie vraiment à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire que vous voyez bien que c'est du saupoudrage, c'est des mesures qui sont incrémentales, on va ajouter le C, on va mettre des petits labels bas carbone, c'est des labels, c'est pas contraignant, et ça vise prioritairement moins à faire évoluer le système agricole plutôt qu'à essayer de trouver de nouveaux moyens de rémunérer en effet une population agricole qui connaît une crise économique très forte. Et donc ce qu'il se passe pour l'instant, c'est plutôt des tentatives de développer des mesures incrémentales qui visent davantage à soutenir le revenu des agriculteurs qu'à véritablement accompagner une transition, clairement.
Bien, merci beaucoup. Merci Marie Rabansky, merci Vincent Blanfort. Et merci également à l'équipe des Ailes Interprétation d'avoir assuré la traduction en direct ce soir encore. Merci.